Depuis des semaines, le Hezbollah promettait de répondre à Israël suite à l'assassinat de l'un de ses chefs militaires. C'était fin juillet et cette nuit, le mouvement chiite a donc mis sa menace à exécution en ciblant le nord d'Israël, des cibles principalement militaires. De son côté, l'État hébreu a répondu en ciblant le sud Liban. Le face-à-face s'est arrêté là, mais Israël est en état d'urgence pour 48 heures. Pour en parler, nous recevons Rina Bassist. Bonjour, vous êtes ancienne diplomate, correspondante de la radio israélienne à Paris. Également, Béli Nabli, bonjour. Vous êtes professeur de droit et consultant international au cabinet Lisas Partners, auteur d'un Que sais-je sur l'Union européenne. Également, Marc Semo, journaliste, bonjour, spécialisé dans les questions internationales, collaborateur au Monde et à Challenge. Et Grégory Phillips, bonjour. Bonjour Jean-Mathieu. Rédacteur en chef diplomatie, on peut dire ça, international à LCI. Alors justement, Grégory, c'est une question qu'on peut se poser. Là, franchement, quand on a entendu ça, cette attaque de la part du Hezbollah, réponse d'Israël, l'assassinat de ce chef militaire date de fin juillet. Pourquoi agir maintenant ? Alors c'est intéressant comme question, ça fait effectivement depuis le 30 juillet qu'on se disait le Hezbollah va répondre d'une manière ou d'une autre, on ne savait pas quand. Il se trouve que depuis 24 heures à peu près, les services de renseignement israéliens et américains avaient eu connaissance de cette menace qui devenait beaucoup plus réelle. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'aviation israélienne a, dès la nuit dernière, avant même l'attaque du Hezbollah, lancé dans les airs une centaine d'appareils qui ont fait des frappes préventive vers 4h45 du matin local, empêchant sans doute, et ça, évidemment, la situation sera sans doute clarifiée dans les prochaines heures, mais empêchant sans doute une attaque du Hezbollah beaucoup plus massive. Donc pourquoi aujourd'hui, je suis incapable de vous le dire, mais en tout cas, c'était prévu depuis 24 heures. Et puis, si on remonte un peu plus loin, souvenez-vous, au courant de l'été, l'assassinat d'Ismaël Haniyeh à Téhéran, et là, on redoutait une attaque encore plus massive sur Israël, de la part de l'Iran, du Hezbollah, du Hamas, des Houthis du Yémen, etc. Donc ça, c'était l'autre menace encore plus grande qu'on redoutait pour cet été. Là, le Hezbollah a frappé seul, sans doute, on peut imaginer avec le feu vert de Téhéran en arrière, mais donc une attaque relativement limité, on parle de 300 objets, drones, missiles et autres roquettes Katyusha, c'est quand même évidemment très important, d'où l'état d'urgence, mais une attaque circonscrite puisque quelques heures après, le Hezbollah a dit c'est terminé pour aujourd'hui. C'est ça, Marc Semo. Oui, c'est un cas quasiment exemplaire d'attaque préemptive, qui n'est pas préventif, c'est préemptif. Alors vous parlez de qui là ? Vous parlez des Israéliens, d'accord. C'est-à-dire, au vu des préparatifs et des nombreux signaux qui montraient qu'il y aurait une attaque imminente du Hezbollah, Israël a fait une attaque qu'on appelle préemptive, c'est-à-dire c'est comme préventif, mais ça veut dire que c'était imminent, et c'était très massif. Il y a eu quand même plus d'une centaine d'avions engagés, il y a eu plus de 1000 cibles visées, et probablement, c'est ce qui explique pourquoi la réponse du Hezbollah a été finalement relativement faible. C'est-à-dire, à la fois, il y avait un côté très calibré, parce que le Hezbollah veut éviter le pas de trop qui enclencherait un embrasement dont il serait la première victime, et son pouvoir, ce pays qui tient, cette milice, et ce parti qui tient en otage le Liban n'a pas envie de perdre tout son pouvoir. Mais donc il y a eu cette attaque préemptive. Ensuite, pourquoi maintenant ? De la part du Hezbollah, le cheikh Nasrallah, son leader, à la fois spirituel et politique, dit l'attente, l'incertitude fait partie de la punition de Dieu contre les Israéliens. Et de fait, depuis que les Israéliens ont éliminé Fouad Chokr, donc un des chefs militaires. C'était vraiment le numéro 2. N'oublions pas non plus que c'était l'homme qui avait organisé les attentats suicides au Drakkar, à Beyrouth en 81, et contre les Américains. Le Drakkar, c'était 50 ou 80 morts français. Michel Goya, sur ce plateau, avait rappelé que ça aurait été quasiment à la France de se charger de cette élimination. Donc depuis ce moment-là, on attendait la réponse, et effectivement, le Hezbollah restait dans cette expectative, sachant que cette incertitude, effectivement, faisait monter la tension. Vous avez parlé en effet du chef du Hezbollah qui doit s'exprimer d'ailleurs cet après-midi. On va rejoindre Bethsabée Salem. Bonjour à vous, et juste après nous partirons à Beyrouth rejoindre Arthur Saradin, mais en premier nous allons aller à Tel Aviv. Donc Bethsabée Salem, correspondante pour LCI sur place. Vous en savez, Bethsabée, un peu plus donc sur ces frappes du
du Hezbollah et notamment sur les cibles de ces drones et de ces roquettes venues donc des lance-roquettes du Hezbollah. Effectivement, on sait que les cibles du Hezbollah étaient exclusivement militaires. Alors, c'était des cibles militaires stratégiques. Il y avait notamment parmi elles le QG du Mossad, les renseignements extérieurs israéliens. En tout, le Hezbollah prévoyait de lancer pas moins de 6000 roquettes et missiles et drones vers le territoire israélien. Alors, comme vous l'avez dit, il y a eu cette frappe préventive un peu avant 5 heures du matin. C'est l'aviation israélienne qui a frappé de nombreux lanceurs de missiles qui étaient tournés vers le centre d'Israël. Et puis, il y a eu aussi beaucoup d'interceptions de drones qui étaient au-dessus de la mer en direction du territoire israélien. En tout, selon Tsahal, 210 roquettes ont été tirées vers Israël et non pas 300 comme le prétend le Hezbollah. Il faut souligner que l'Iran, et vous l'avez dit, l'Iran n'a pas attaqué depuis son territoire. Je n'ai pas envie de dire que l'Iran n'a pas participé à cette attaque, puisqu'on le sait, l'Iran soutient le Hezbollah, mais l'Iran n'a pas participé à cette attaque depuis son territoire. Selon les experts israéliens ici, c'est tout simplement parce que la République islamique est inquiète de cette très importante présence américaine dans la région. Alors, juste un mot tout de même, Bethsabée, à propos, il est vrai, il y a une chose qui nous a un peu étonnés sur place, c'est qu'on parle d'état d'urgence et tout de suite l'aéroport de Tel Aviv a été rouvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Israéliens sont habitués aussi à ce type de situation et donc que la vie, malgré l'état d'urgence, continue? Alors déjà, la vie continue puisque les Israéliens sont habitués à cette situation. En fait, il faut comprendre que l'état d'urgence, ici, ça veut dire que l'armée, en fait, a la capacité de donner en temps réel des recommandations au public pour la sécurité des Israéliens. C'est-à-dire d'interdire, par exemple, ce matin à Tel Aviv, il était interdit de se réunir à plus de 30 personnes dehors, à plus de 300 en intérieur. Il était interdit d'aller travailler dans un lieu où il n'y avait pas d'abri antimissile. Ces restrictions pour Tel Aviv et pour le centre d'Israël, elles ont été levées il y a à peine une heure. Elles restent en vigueur pour le Nord. Et pourquoi l'aéroport, avant même la levée de ces restrictions, a effectivement repris son activité? Eh bien, tout simplement parce que l'autorité aéroportuaire a décidé, certainement avec le soutien des renseignements israéliens et de l'armée, que la situation sécuritaire le permettait. On n'oublie pas que l'aéroport est extrêmement sécurisé aussi. Et il faut noter tout de même que plusieurs compagnies internationales, parmi lesquelles Transavia ou Air France, ont décidé néanmoins de détourner leur vol ou de les annuler, en fait tout simplement parce que les équipages ont eu peur d'atterrir à Tel Aviv. Et d'ailleurs, on recommande vraiment aux passagers de surveiller leur vol à venir. Il y a énormément de perturbations aujourd'hui. Merci beaucoup Bethsalel Sahem pour toutes ces informations et précisions même de trafic aérien. Vous étiez en direct donc de Tel Aviv. Allez, maintenant on part à Beyrouth rejoindre Arthur Saradin. Bonjour à vous, vous êtes le correspondant d'LCI sur place. Alors après cette nuit de frappe entre les deux pays, entre le Hezbollah et l'armée israélienne, est-ce qu'à Beyrouth, est-ce que dans la capitale libanaise, on craint une attaque un peu plus en profondeur de la part des troupes israéliennes? Oui, bien sûr, parce qu'il faut aussi comprendre bien ce qu'a été ce contexte de tension des dernières semaines depuis la fin du mois de juillet, l'assassinat de Fouad Shokor, le haut dignitaire du Hezbollah. À Beyrouth, il y a donc eu cette frappe dans la banlieue sud. Il y a aussi eu très régulièrement l'armée israélienne qui survole la capitale et qui franchit le mur du son, provoquant de grosses détonations qui effraient souvent les habitants. Et puis, il y a encore une fois la situation au sud Liban qui non seulement s'éternise dans le conflit, dans les échanges de tirs entre le Hezbollah et l'armée israélienne depuis plusieurs mois, mais qui s'intensifie depuis ce matin avec des raids israéliens qui sont extrêmement impressionnants dans le sud du pays pour les habitants qui les observent souvent depuis leurs habitations et qui voient ces panaches de fumée s'élever sur les collines voisines. On a pu discuter, nous, ce matin, avec plusieurs de ces habitants qui racontent comme justement certaines vitres ont été brisées avec les détonations et leur crainte et leur, disons, dilemme de devoir rester ou partir. C'est aujourd'hui vraiment la crainte maximale de ces habitants, savoir s'il y aura un embrasement qui les poussera au départ ou s'ils peuvent encore serrer les dents et rester quelques jours de plus en espérant que le statu quo revienne et que la situation à la frontière s'apaise. Un mot encore, Arthur. Est-ce qu'il y a un soutien du Hezbollah dans la population libanaise? Est-ce qu'aujourd'hui on en parle de ces frappes? Est-ce que finalement on dit oui, le Hezbollah a bien fait de frapper le nord de l'État hébreu?
Alors évidemment, la vie de la population libanaise est aussi diversifiée, disons, que la population elle-même. Hier, moi j'étais à un enterrement pour couvrir d'un combattant du Hezbollah qui avait été tué au sud du pays. Et auprès des partisans du Hezbollah, non seulement il n'y a pas de crainte de la réponse et de cette riposte annoncée, mais même certains la demandaient. Beaucoup de ces sympathisants disaient que voilà, il fallait une réponse pour qu'Israël ne se sente pas permis de tirer de nouveau dans la banlieue sud. Donc voilà un discours très partisan. Il y a encore une fois une opposition aussi qui est très forte dans le pays contre le Hezbollah et qui accuse le Hezbollah d'entraîner tout le pays dans la guerre pour un conflit qu'une certaine partie de la classe politique libanaise considère ne pas être disons l'intérêt ou un conflit qui concernerait le Liban. Mais disons qu'au milieu, il y a surtout une masse importante de Libanais qui sont avant tout ceux qui vont subir la réalité de ce conflit depuis des mois, à la fois ceux qui, dans la capitale, craignent de la voir s'étendre plus au nord du territoire, et puis ces habitants du sud Liban qui, eux, sont dans un sentiment encore plus complexe, à savoir celui de personnes qui souvent ne sont pas des sympathisants idéologiques du Hezbollah, parce qu'ils ne supportent pas forcément des idéologies islamistes, et en tout cas ne sont pas toujours à soutenir la branche politique du Hezbollah et ses actions au sein du gouvernement, parce que le Hezbollah est aussi représenté au Parlement libanais, mais mis face à la réalité d'un État libanais qui est absent, d'une armée libanaise qui est aussi absente du sud Liban, eh bien, ils sont prêts à cautionner la présence du Hezbollah parce qu'ils considèrent que le Hezbollah serait le dernier rempart face à l'armée israélienne et à certains traumatismes de l'histoire, notamment les dernières guerres qui ont été surtout meurtrières pour les civils. Et évidemment, il va y avoir cet après-midi un discours du leader du Hezbollah. Il faut s'attendre à ce qu'il essaie de brasser large et qu'il s'adresse aussi à ces populations qui ne sont pas ces fervents sympathisants, parce que c'est sur ce traumatisme du passé et sur ce vide qu'il remplace en réalité, eh bien qu'il arrive à grandir. Merci beaucoup Arthur Saradin, vous étiez en direct de Beyrouth pour LCI. Grégory Philippe. Oui, et puis pour compléter ce que disait Arthur, il y a le souvenir aussi de la guerre de 2006, 33 jours de guerre entre le Hezbollah et Israël, et si je me souviens bien, 1200 morts côté libanais, une centaine de morts côté israélien. Moi je me souviens en 2006, les roquettes du Hezbollah pleuvaient sur Haïfa et sur tout le nord Israël, donc il y a aussi ce souvenir traumatisant pour les deux côtés de la frontière. Rina Bassis, on vient de l'apprendre par une dépêche AFP, les Houthis du Yémen donc menacent de nouveau Israël après l'attaque du Hezbollah. On le rappelle juste, les Houthis, alors c'est un groupe moins puissant, là, on va dire militairement, bien sûr, que le Hezbollah, mais qui en ce moment handicape beaucoup le trafic, notamment en mer Rouge, puisqu'il frappe les bateaux de nationalité ce pavillon de nationalité qui serait en soutien à Israël. On le voit par rapport à ce que disait tout à l'heure Grégory Philippe, c'est ce qu'aujourd'hui la crainte, en effet, c'est que le Hezbollah, certes, n'a peut-être pas frappé très fort, mais que ça entretient justement aussi toujours une possible tension qui pourrait être entre le Hezbollah, l'Iran et les Houthis du Yémen. Oui, les Houthis, ils ont félicité aujourd'hui Hezbollah pour ce qu'eux, ils ont qualifié une victoire contre Israël. Et ça rejoint en fait les messages contradictoires qu'on reçoit aujourd'hui de la part de Hezbollah, parce qu'au début, il y avait un message de Hezbollah qui disait « on a fini pour aujourd'hui ». Précisons que c'est aujourd'hui. Après, il y avait un autre message qui disait c'est juste la prochaine étape, la première étape, pardonnez-moi, il y aura une prochaine, quand? Et on ne sait pas. Israël a répondu, et ça c'était publié dans la presse israélienne, que si vous avez fini pour aujourd'hui, nous aussi, on a fini pour aujourd'hui. Donc la question en fait est-ce qu'on va avoir le même scénario que le 13 avril, justement, où il y avait ces échanges, on finissait avec ça, ou est-ce que vraiment il y aura une autre étape, et là, peut-être avec d'autres partenaires, entre guillemets, si c'est les Houthis, les Iraniens, on ne sait pas. Une dernière, juste petit point, les calendriers, et on sait que l'équipe de négociation israélienne va se rendre aujourd'hui au Caire pour des négociations demain. Est-ce qu'il y aura une sorte de trêve, au moins pour 24 heures, pour laisser la place aux Américains, Qatariens, Égyptiens, Israéliens et le Hamas à discuter? C'est ça la question. Alors, le problème, c'est que le Hamas, en effet, a dit qu'il ira au Caire, mais sans négocier. Voilà, il a dit qu'il serait présent. Beinabi, en effet, on se dit, voilà, là, ça intervient aussi dans un contexte où on parle de négociations, de trêve, éventuellement, entre guillemets, donc au Caire. À votre avis, ça peut peser, là, ce qui s'est passé cette nuit? Oui, c'est incontestablement l'élément le plus important. La séquence à laquelle on assiste s'inscrit dans
dans un contexte plus général, plus global, dans la mesure où finalement ce qui a créé cette montée, cette escalade depuis quelques mois, c'est quand même la guerre à Gaza. Et ne serait-ce que les Houthis, l'implication nouvelle des Houthis dans ce conflit est liée directement à la guerre à Gaza. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit toujours pas, malgré les négociations en vue de cessez-le-feu, on ne voit pas la fin de cette guerre. Et c'est ce qui nourrit également ce sentiment d'une escalade ou d'un processus de conflit régional ad vitam, sans fin. D'autant plus qu'on a quand même un protagoniste, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, dont le destin politique est lié, est directement lié à cette faculté qu'il a à nourrir aussi cette tension régionale. Il y a même des manifestations en Israël qui expriment, des citoyens israéliens qui expriment ce problème dans la mesure où finalement vous avez un acteur qui finalement nourrit la tension sécuritaire et d'une certaine manière met son propre pays dans une tension sécuritaire dans une perspective finalement personnelle, de politique personnelle. Et j'ajouterais même que on est à quelques jours, peut-être à quelques semaines, d'un événement historique, à savoir la délivrance ou la confirmation de la délivrance de mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, délivrance de mandat d'arrêt par la Cour pénale internationale. On est a priori à quelques jours, voire à quelques semaines, sachant qu'il y a des pressions extrêmement fortes, comme l'a révélé Le Monde, autour de la Cour pénale internationale pour que précisément cet acte judiciaire international ne soit pas commis. Et cela cultive ou nourrit d'autant plus ces tensions. Alors, un mot tout de même, Maximo, parce que l'attaque d'hier entre le Hezbollah, la réponse israélienne, ça a fait penser aussi à une autre attaque, c'est celle du 13 avril, celle de l'Iran, donc qui a frappé donc, le territoire israélien pour la première fois. On s'attendait vraiment à une attaque, et en fait, de nouveau, là, en fait, il y a des drones, et puis finalement, on arrête d'un coup. Ça veut dire que, en fait, est-ce que c'est vraiment une guerre, ou est-ce que militaire, on peut dire ça comme ça, ou est-ce qu'on se teste, tout simplement? C'est une guerre, mais en même temps, ce n'est pas une guerre totale. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. D'une certaine façon, on peut dire que le Hezbollah est aujourd'hui, depuis des années, l'arme de dissuasion de l'Iran face à Israël. L'Iran n'a pas encore l'arme nucléaire. Son arme de dissuasion, c'est le Hezbollah. Par la puissance qu'il représente, quand même 100 000 roquettes et fusées, missiles, 30 000 hommes, et malgré tout, c'est plus facile pour le Hezbollah d'intervenir que l'Iran directement. Il l'a fait le 13 avril. Bon, parce qu'il y a eu l'élimination par Israël de 2 généraux des gardiens de la Révolution dans le consulat iranien à Damas, donc il fallait réagir, mais ça a été très calibré pour éviter justement l'engrenage. Et donc le Hezbollah est dans la même logique, c'est-à-dire, comme c'est une arme de dissuasion, chacun montre jusqu'à où il peut frapper. Donc, dans cet épisode, le dernier, ce qui montre aussi, ça a été la qualité du renseignement israélien, puisqu'ils ont visé énormément de cibles. Il y a eu extrêmement peu de dommages collatéraux, ce qu'on appelle cyniquement les dommages collatéraux. On ne sait pas encore combien il y a de victimes, mais apparemment, il y en a eu assez peu. Donc, on est dans cette espèce de message réciproque. Bon, le problème dans ce genre de choses, c'est que ça peut déraper. C'est-à-dire, cette séquence de tension que nous vivons depuis un mois et demi, ça a commencé parce que le Hezbollah a tiré un missile qui est tombé sur un village druze du Golan, qui a tué 12 ados qui jouent au foot. Bon, c'était évidemment pas la cible visée. Mais il y a eu, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais voilà, le missile est tombé là où il ne fallait pas. Et ça a été le début de l'enchaînement. Donc, dans tout cet équilibre où chacun lance des signaux, où chacun fait très attention à éviter l'embrasement général, d'autant que les Américains, comme le disait la correspondante, sont là, d'autant que, de nouveau, comme le 13 avril, s'il y a des attaques massives, les Américains, mais même peut-être une autre partie d'autres Occidentaux, aideront Israël. On avait vu le 13 avril, des avions américains, mais pas seulement. Voilà, donc on est dans un truc qui est extrêmement codé, extrêmement calibré. Il y a une grammaire de la dissuasion, mais ça peut déraper. Suite aux événements de cette nuit, Washington n'a pas tardé à réagir, bien sûr, avec ce communiqué. Nous continuons à suivre de près la situation. Nous avons été très clairs sur les faits que les États-Unis étaient prêts à soutenir la défense d'Israël. Donc c'est un porte-parole du Pentagone dans un communiqué. Grégory Philippe, c'est vrai qu'on en est là à prendre la responsabilité ou non d'embraser la région. C'est-à-dire qu'on voit des frappes. On a l'impression que même Israël accepte
accepte, entre guillemets. Ça veut dire que, oui, l'Iran, par exemple, au mois d'avril a frappé, le Hezbollah a frappé, mais c'est pas pour ça qu'on ira plus loin. On a l'impression qu'il y a un équilibre là-dedans. Oui, il y a un équilibre, et puis il y a aussi, il faut le reconnaître, une capacité d'Israël à se protéger, à se défendre, qui encore aujourd'hui est exemplaire. Enfin, vous voyez, on parle donc de entre 200 et 300 missiles, roquettes et drones lancés vers l'État hébreu. Vous avez des avions qui avaient décollé en prévision de ces attaques et qui ont détruit les missiles. Vous avez le dôme de fer, le fameux Iron Dome, qui est quand même efficace à plus de 70% encore sur les événements de la nuit dernière. Donc Israël, par sa capacité à se défendre, fait aussi en sorte que ça ne s'embrasse pas. Enfin, imaginez si l'un de ces 300 missiles ou roquettes ou drones avait frappé des civils à Tel Aviv, sur l'aéroport de Ben Gurion, à Haïfa, comme ça a été le cas d'ailleurs en 2006 pendant la guerre que j'évoquais. Les conséquences auraient sans doute été plus graves. Donc vous avez une attaque du Hezbollah qu'on va dire à peu près maîtrisée, enfin en tout cas pas une attaque d'énorme ampleur quand les médias israéliens évoquent 6000 missiles pointés vers Israël. Là on parle plutôt de 200 à 300 missiles ou roquettes. Et vous avez aussi la capacité d'Israël à se défendre, ils ont la technique pour le faire, et ça évite un peu, heureusement, l'embrasement pour l'instant. Oui, Rina Bassis, en effet, juste dans un instant, on va partager bien sûr la parole, mais Rina Bassis, c'est cette idée aussi qu'à un moment, l'état d'urgence a été mis en place, dit le ministre de la Défense israélien, pour éviter que des missiles, parce qu'ils auraient eu, soi-disant, des informations, des missiles du Hezbollah qui auraient tiré en profondeur dans le pays. Est-ce que c'est une réalité, ou alors, comme nous l'a dit tout à l'heure notre correspondante à Tel Aviv, c'est vraiment des cibles tout de même militaires qui étaient visées? Oui, la nouvelle des dernières heures est que cet état d'urgence était beaucoup réduit. Oui. Donc c'est surtout pour le nord d'Israël, mais Grégory Phillips avait tout à fait raison. On parle beaucoup en Israël de ce concept de miscalculation. Donc là, il y avait ces échanges, soi-disant mesurés entre les deux côtés. On peut rester là, sauf si quelque chose tourne mal. Et là, il y a la question justement de cette photo de victoire que peut-être Hassan Nasrallah en avait besoin. Le chef du Hezbollah. Voilà, le chef de Hezbollah. Est-ce qu'il a reçu? Est-ce que dans sa fameuse allocation qu'il y aura dans 2-3 heures, est-ce qu'il va prétendre avoir gagné quelque chose contre Israël et là, il peut s'arrêter? Ou est-ce que le Hezbollah aurait le sentiment qu'ils n'ont pas réussi cette aventure militaire? En ce cas, il faudra une autre photo de victoire. Et là, il faut se préparer à une autre étape. Oui, alors très rapidement, s'il vous plaît, Belina Bélis, vous vouliez réagir sur ce que disait Grégory Phillips. Oui, c'est le mot-clé. C'est la question de l'intérêt des protagonistes, des acteurs. Tant qu'ils percevront l'intérêt à continuer ce cycle-là, de monter des tensions, ils continueront. Et du côté du Hezbollah, mais également de l'Iran, il y a quand même la quête d'une victoire au moins symbolique, en tout cas dans la démonstration de la capacité à réagir d'une manière ou d'une autre. Et du côté israélien, encore une fois, le coût humain et politique est si faible finalement que d'une certaine manière, je le répète, le Premier ministre Netanyahou a tout intérêt à continuer finalement à cultiver cette tension régionale, parce qu'encore une fois, son destin politique interne est lié précisément à cette faculté-là.